Bonjour tout le monde, moi je suis Sylvain Delis, je suis le cofondateur de Fidae, merci d'être présent. Bon, la salle est bien remplie, donc, il y a 3 minutes, il n'y avait personne, donc je commence à m'inquiéter. Je me suis dit qu'il n'y a personne qui allait venir. Encore des gens qui... Bonjour. Je vais vous faire un petit atelier sur comment l'analyse conversationnelle peut aider à piloter mieux son service client, son centre de contact. Juste avant, dans les présentations, Fidae, c'est une startup qu'on a créée l'année dernière, qui a maintenant un peu plus d'1 an et demi. On a développé, on est basé à La Rochelle, donc on n'est pas très très loin, entre La Rochelle et Niort. Je me suis associé avec 3 autres fondateurs, des anciens de l'engineering de Doctolib, et puis Célia Chambellan, qui est expert dans la relation client. On a développé une IA qui permet en fait d'analyser les conversations téléphoniques ou les interactions écrites qui passent dans vos équipes commerciales par téléphone, votre service client. On a développé notre propre modèle, notre propre LLM français, qui est sécurisé, qui permet de faire la transcription, qui permet de faire du scoring, de l'analyse et surtout de la recommandation. Je vais vous montrer des cas concrets de cas clients qu'on a. Voilà, on est aujourd'hui une petite dizaine. On avait fait une levée de fonds d'1,7 million en fin d'année dernière avec un fonds bordelais pour un petit peu accélérer notre croissance. Et je suis ravi d'être présent. Alors, l'analyse conversationnelle, en fait, elle intéresse tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on travaille essentiellement pour les marques, les annonceurs, qui ont des services clients internes ou externes, hein, notamment. On travaille aussi avec quelques centres d'appel, mais on est essentiellement là pour accompagner les marques. Et on travaille, comme vous pouvez le voir ici, pour des acteurs e-commerce, dans le monde de l'éducation, dans le monde du voyage. On bosse aussi avec des acteurs comme Logista, Indigo, les parkings, aussi bien l'industrie. Tout type d'entreprises qui peuvent amener à avoir beaucoup de flux téléphoniques ont un intérêt de mieux comprendre les motifs d'appel, leurs interactions, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir mieux piloter tout ça. Donc voilà, on travaille aussi dans des acteurs de la finance comme Primista. Diode Sazi, c'est le plus gros courtier d'assurance en France aussi, qui travaille beaucoup dans les grands groupes du CAC 40. Donc voilà un petit peu les marques qu'on a réussi à convaincre depuis maintenant une bonne année à les accompagner sur ces sujets-là. Et alors pourquoi est-ce qu'elles nous ont fait confiance ? Elles nous ont fait confiance parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu les chiffres, vous avez près de 99% des conversations qui passent dans les flux de vos centres de contact qui ne sont pas analysées. Et c'est normal parce qu'analyser un appel, ça prend du temps. C'est humainement coûteux et c'est très chronophage. Donc vous avez aujourd'hui les marques, c'est ce qu'elles font, elles essaient de mesurer la satisfaction de leurs clients, leurs prospects, en mesurant historiquement des outils d'avis client, les fameux NPS, CSAT en fin d'enquête, en fin d'appel. Ça, c'est la face émergée de l'iceberg qu'on utilise depuis toujours et qui a beaucoup de valeur. Sauf qu'en fait, ça représente à peine 2, 3, 4, 5% de vos flux. Donc c'est extrêmement pas représentatif et c'est uniquement les gens qui décident de donner leur avis qui permettent de prendre un peu le pouls. Tout ce qui passe dans votre centre de contact, donc là je le mets ici, c'est la face immergée, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc c'est toutes les intonations, c'est tout ce que peuvent dire vos clients ou qui ne disent pas. Nous, on va analyser ce volet-là, d'accord ? Donc on est vraiment sur une logique de analyser chaque appel pour essayer de vous aider à mieux avancer. Et surtout, on est ce que j'appelle souvent en discutant avec nos clients, on est un pré-NPS, une pré-CSAT. On va réussir à identifier en amont des potentiels problèmes de réitération d'appel, d'insatisfaction. Donc c'est absolument essentiel de pouvoir aussi contrôler ça. Et pourquoi on analyse aujourd'hui à peine 1 à 3%? Tu peux venir, Pierre, hein. Oh, viens, hein. Non, mais Pierre, un partenaire historique de OnePilot. Donc l'intérêt, c'est que jusqu'à avant l'arrivée des IA génératives, comme je le disais, écouter des appels, c'était extrêmement chronophage. Écouter un appel de 5 minutes, ça va vous prendre 10 minutes parce qu'il va falloir l'écouter, le synthétiser, le résumer. Humainement, les cellules de double écoute coûtent extrêmement cher. Avec l'IA générative, on a pu monter des systèmes qui permettent d'automatiser cette tâche et surtout de l'intégrer à une plus grande échelle. Et l'intérêt de ça, c'est que l'analyse conversationnelle, donc je parlais aussi dans le teasing de l'atelier, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets sur l'IA, on en parle tous les jours sur plein de cas d'usage. C'est un cas d'usage extrêmement intéressant pour lequel démarrer quand vous souhaitez mettre en place de l'IA pour essayer d'automatiser, d'améliorer un peu toute votre chaîne de valeur. La voix du client, en fait, elle peut, quand vous analysez correctement ce qui se passe dans votre service client, ça intéresse tout le monde. Les problèmes, un motif d'insatisfaction, par exemple chez Logista, pour les problèmes de transport, ça intéresse la supply. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure aussi. Dans la finance, quand on achète beaucoup de leads pour essayer de convaincre des gens de faire du regroupement de crédit, essayer de vérifier si les leads intentionnistes qu'on achète très très cher, plusieurs des fois centaines d'euros, intéressent le marketing. Donc l'intérêt d'analyser ce qui se passe dans vos flux
peut intéresser toute la chaîne, la direction générale bien entendu. Nous, on a des directeurs financiers qui se connectent à Fiday pour aussi écouter un petit peu ce qui se dit et comprendre les motifs d'appel sur des problématiques de remboursement, des problématiques de moyens de paiement. J'y reviendrai après. Et notamment aussi le produit. On accompagne des solutions SaaS de logiciels. Les équipes produits viennent écouter les insatisfactions qu'il peut y avoir des fois sur certaines fonctionnalités quand on appelle le support. Donc la philosophie de Fiday, c'est de dire, OK, on va analyser la qualité, les motifs, pour la rendre disponible dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Et alors en fait, là, je voulais vous montrer aussi quelque chose qu'on fait avec beaucoup de nos clients quand ils viennent nous voir au début, c'est l'analyse conversationnelle peut vous permettre d'analyser beaucoup de choses. Mais le danger, et on l'a vu avec certains de nos clients, c'est il faut bien identifier en amont ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez traiter et quel type de réponse vous voulez avoir à quel type de question. Donc nous, on essaie de cartographier sur ces 5 niveaux-là un petit peu par rapport au service client. Est-ce que votre enjeu, c'est de réduire le coût de votre service client? Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant « mon objectif, c'est de baisser mes flux ». Donc comment je fais pour identifier des flux que je peux soit réduire, soit automatiser? Donc stratégie de coût, d'accord? Je veux baisser ma DMT, je veux baisser des tas de sujets. Donc il y en a qui viennent nous voir pour ça, d'autres qui viennent pour des logiques plutôt de stratégie d'entreprise. Je veux mieux analyser mes équipes commerciales parce que je veux améliorer ma performance commerciale, je veux comprendre si je peux vendre d'autres produits. Et donc elles viennent dans des logiques de croissance. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais donc on essaie de mettre en place cette cartographie-là pour dire, OK, où est votre enjeu? Et après, à partir de là, on cartographie justement en fait, l'ensemble des interactions que vous pouvez avoir. Donc que ce soit de la partie vente, où est-ce que vous avez des appels sur lesquels vous avez des indicateurs que vous avez besoin de faire progresser. On a des cas, je vais vous les montrer juste après, où des boîtes viennent nous voir en disant moi, je dépense beaucoup d'argent en lead et j'ai un problème, c'est que mon coût de qualification de lead me coûte très cher. On passe du temps à qualifier. Et donc, du coup, on analyse correctement ça. D'autres qui viennent nous voir en disant j'ai un enjeu, c'est qu'en fait, on ne traite pas bien, par exemple, notre service client externalisé. Donc, j'ai besoin de bien mieux comprendre ce qui se passe dans mon service client de chez mon prestataire pour pouvoir l'améliorer. Tout comme l'onboarding, etc. Donc, on fait aussi une deuxième cartographie après pour dire, OK, par quoi on va commencer? Et on va mettre des grilles d'analyse spécifiques parce qu'on n'analyse pas une équipe de recouvrement comme on analyse une équipe commerciale ou qui va gérer un parc client, par exemple. Donc, ce n'est pas les mêmes critères d'analyse, ce ne sont pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes équipes, ce n'est pas les mêmes flux. Et puis surtout, on ne regarde pas les mêmes indicateurs que vous voyez ici. Donc, on y va par étapes, on fait ce qu'on appelle une roadmap de déploiement en disant, OK, on va traiter un sujet. Votre enjeu, c'est mieux transformer vos leads que vous achetez très cher. Ben, on va essayer de vous améliorer ça, puis après, on va rentrer dans la chaîne de valeur et puis les aider à mieux vendre après, et puis après onboarder. Donc là, ça, c'est un peu la méthode qu'on a chez Fiday pour aider les clients à se dire, OK, où est-ce que vous avez besoin de progresser avant d'installer des choses. Et alors là, je vais vous faire un petit tour des lieux de certains comptes clients qui sont installés depuis plusieurs mois chez nous, sur lesquels on a travaillé justement sur différents types de sujets. Donc là, vous voyez, il y a Promo Vacances, le groupe Caravelle, qu'on connaît à peu près tous, je pense, ici. Ils ont aussi les marques comme Fram. Donc l'industrie du voyage, eux, leurs enjeux, c'est notamment sur des appels d'avant-vente. Quand vous vendez un voyage en ligne, c'est des fois plusieurs milliers d'euros. C'est des appels qui ont beaucoup de valeur. C'est des gens qui sont en train d'hésiter à acheter un voyage en ligne. Et il y a une partie significative qui essaie d'appeler leur service commercial pour avoir des compléments d'information, être réassuré. Donc la vente, des fois, peut prendre plusieurs dizaines de minutes, 20, 30 minutes. Ça peut être des appels longs où il y a besoin, et avec des enjeux aussi d'upselling derrière. Donc eux, leur enjeu, c'était qu'une partie de leur... on a fait 2 choses en 2 temps avec ces gens-là. La première chose, c'était ils avaient un service client, donc des gens qui appelaient aussi après avoir acheté un voyage pendant leur séjour avec des problèmes. Je trouve pas mes billets d'avion, je suis dans un hôtel, c'est absolument pas ce que j'avais demandé, j'ai pas le standard. Donc des appels en général qui peuvent être assez tendus parce qu'on est en plein séjour, on est en vacances, on a envie que ça se passe bien. Donc on a commencé à travailler sur justement vérifier la prestation de leur centre externe qui était en offshore pour mieux comprendre les motifs d'appel parce qu'ils avaient une vue un petit peu biaisée et en tout cas pas assez d'informations là-dessus. Donc on a pu améliorer la qualité des discours et puis surtout faire une chose, c'est baisser le taux de réitération. Ça, voilà, j'ai un client qui m'appelle 2-3 fois, le coût au contact coûte très très cher. Donc eux, ils avaient, je crois, un taux de réitération qui était de plus de 1,5, ce qui est très coûteux. Donc on a réussi à le baisser en quelques mois, justement, en améliorant les discours. Et le sujet, ce n'était pas le problème du prestataire. Le sujet, c'était que justement, il y avait plein de nouveaux motifs d'appel d'insatisfaction sur lesquels les gens n'étaient pas formés. La direction de service client n'avait pas le regard, n'avait pas l'information. Pourquoi ? Parce que les offres changent, les voyages changent, les process changent. Et donc, quand vous changez les process de remboursement et que vous ne communiquez pas ça dans vos books de voyage et que les conseillers ne sont pas informés, ils ne savent pas y répondre.
Donc vous pouvez avoir les meilleurs conseils avec l'empathie possible. Si vous ne leur donnez pas l'information, ils apportent une information erronée ou incomplète, le client rappelle. Donc ça, on a pu, au début, il y avait forcément une insatisfaction avec le Prestat. On leur a dit non, en fait, votre sujet, ce n'est pas le Prestat, c'est que les boucles de formation ne sont pas à jour. Donc ça a pu aussi assainir un peu la relation avec le Prestat. Il y avait après des sujets sur la détection des irritants. Donc on a aussi ils avaient des gros problèmes de sujets de remboursement de voyage, ce genre de choses. Donc on a pu montrer qu'ils avaient des enjeux à changer certaines choses. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, le taux de réitération qu'on a baissé. Donc ça, c'est vraiment un cas typique qu'on a dans, je vous donne l'exemple dans le voyage. On accompagne aussi d'autres marques comme MMV sur l'avant-vente aussi. Et ça a permis en quelques semaines et quelques mois d'améliorer un peu l'ensemble de la chaîne. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est Oscaro. Oscaro, c'est l'achat de matériel, en tout cas de pièces automobiles. En général, c'est un achat contraint. Ça ne nous fait jamais plaisir de changer nos plaquettes de frein, nos essuie-glaces. Donc en fait, quand on appelle, on a envie d'être sûr de trouver le bon produit. Et vous imaginez que les taux de retour, quand vous achetez un pot d'échappement, ça coûte très cher. Donc eux, ils ont un enjeu, c'est de livrer le bon produit et d'être sûr de bien qualifier. Donc là, pareil, ils avaient un sujet, c'est de mieux comprendre les motifs d'appel et de bien détecter aussi les besoins. Est-ce qu'on a un catalogue, ils ont des catalogues de milliers de références, mais est-ce qu'il y a des ventes qu'on loupe à cause d'un manque de références? Et ça a énormément de valeur parce que vous avez des fois vos commerciaux qui vont dire ouais, mais moi j'ai pas réussi à vendre parce que j'ai pas tes produits. Mais est-ce que c'est représentatif? Est-ce que il y a suffisamment de volume pour s'y intéresser? C'est rare. On a des échantillons, c'est rarement le cas. Donc là, on a pu détecter en effet qu'il y avait sur certaines sous-gammes de produits des manques de références et donc ils sont en train, parce qu'on est toujours en déploiement bien sûr chez eux, ils sont en train de, le produit est venu et les personnes en charge du référencement de produits regardent ce genre d'éléments et ça leur permet d'améliorer leur gamme de produits, d'améliorer à la finalité, ce que je vous montrais tout à l'heure dans mon tableau de cartographie, le taux de conversion. On a aussi industrialisé l'évaluation de la conformité. Ils avaient une grosse équipe cellule qualité et leur enjeu, c'était donc ils passaient beaucoup de temps à écouter. C'est pareil, c'est des appels longs qui peuvent durer des fois plusieurs dizaines de minutes. Donc ils avaient un enjeu pas de réduire leur équipe, mais plutôt de passer du temps sur la formation commerciale. C'est le temps de formation. Il faut comprendre que là, vous avez des milliers de références. Il faut aussi connaître. On ne vend pas des pièces. Moi, je ne saurais pas vendre des pièces auto du jour au lendemain, en tout cas. Donc voilà, ils ont des enjeux. Ils ont basculé une partie de leur équipe sur de la formation des conseillers plutôt que de faire de la double écoute de manière aléatoire comme ça. Donc on a pu industrialiser tout ça. Donc voilà, sur des e-commerçants, à partir du moment où vous voulez avoir aussi de la vente complexe sur des produits qui peuvent coûter cher, c'est très intéressant. Un autre secteur que j'aime beaucoup, on a plusieurs clients dans cette industrie, qui est l'éducation. Donc Skilling News, ils ont plusieurs écoles, comme l'atelier des chefs. Ils ont plein d'écoles dans l'alternance. Eux, ils ont un enjeu de conformité notamment, parce que vous savez, beaucoup de gens qui vont se former, changer de vie, et donc faire des nouvelles formations et financer ça avec leur CPF. Donc là, il y a des enjeux de conformité, de réglementation. La vente dans l'éducation, la formation est extrêmement réglementée. Et donc, ils ont ne serait-ce que par rapport aux OPCO, ils ont des obligations de montrer patte blanche sur ces sujets-là. Sauf que vous ne pouvez pas faire ça quand vous avez 130 commerciaux sur tous les appels. C'est impossible. Donc là, on a pu mettre en place des systèmes d'alerte pour vérifier que les commerciaux respectaient justement les procédures de vente et surtout d'améliorer et identifier les besoins pédagogiques. Est-ce qu'on a des écoles? Est-ce que nos écoles, nos programmes correspondent bien aux besoins qui nous sont identifiés par nos prospects? Donc ça permet par exemple au marketing d'améliorer ce qui fait la force d'un programme d'une école en particulier, parce qu'ils ont plusieurs dizaines d'écoles. Donc ça, c'est intéressant. On commence par un sujet. On a commencé par j'ai besoin d'avoir une visibilité, une conformité un peu plus volumétrique vis-à-vis de mes instances de contrôle. Après, j'ai besoin aussi de mieux comprendre les motifs d'appel pour faire progresser la performance de mes équipes. Puis après, les équipes marketing disent tiens, on va aller creuser un peu les verbatims, les besoins pédagogiques. C'est des appels qui peuvent durer 45 minutes. Quand vous financez vous avez des équipes en France qui font des appels avec des prospects de 45 minutes, que l'appel se passe bien. Il faut qu'on arrive à le résumer, à instaurer, à avoir suffisamment d'informations sur tout ça. On fait ça aussi dans d'autres. Là, on a un autre client qui vient de démarrer il y a quelques semaines, groupe 3IS, qui est basé à Bordeaux, qui a plusieurs écoles dans le monde de l'art numérique et qui est extrêmement intéressant, pour qui on fait exactement le même type de projet. Ça aussi, quelque chose que j'aime bien dire, on dit souvent ouais, l'IA, ça prend du temps, etc. Nous, c'est un logiciel SaaS dans lequel on se plug, on récupère les enregistrements. Et grosso modo, ce projet-là, il nous a fallu la partie process conformité en un mois, c'était mis en place.
C'est-à-dire qu'on avait une transcription de qualité, un scoring de qualité. Et puis après, petit à petit, il nous a fallu 1 mois à peu près pour déployer après tous les autres cas d'usage. Le message que je veux vous faire passer, c'est que on ne fait qu'une chose, c'est bien l'analyse conversationnelle. En tout cas, on essaie de bien le faire. Et on essaie de se cantonner à ce cas d'usage-là. Et vous pouvez mettre en place de l'IA dans votre entreprise sans que ce soit des usines à gaz qui nécessitent des centaines d'heures de gestion de projet et avoir surtout des ROI rapides. D'accord ? Donc nous, vous avez la plateforme, vous pourrez venir me voir après à notre stand. On peut vous montrer ça avec grand plaisir, on est là pour ça. Mais en tout cas, c'est des projets qui se mettent vite en place. Un client assez récent, je vous parlais tout à l'heure de Diot-Sazy, le premier courtier en France. Là, eux, ils ont un gros service client interne, externe. C'est des gens, donc c'est un courtier qui travaille pour des grands groupes essentiellement dans le CAC 40. Donc eux, ils ont des enjeux de bien comprendre les motifs d'appel, notamment sur les remboursements, les délais de traitement, les sujets de résiliation vis-à-vis de leurs assurés. Et donc de mieux comprendre aussi parce qu'ils ont beaucoup de produits de prévoyance, de comprendre aussi par gamme de produits quels sont les irritants, est-ce qu'ils ont ils ont aussi des enjeux de taux de réitération, parce que la formation est longue chez eux, même s'ils ont des équipes d'un très grand niveau de qualité. Mais voilà, ils veulent un contrôle, ils contrôlaient ça sur moins d'1% de leur flux, parce qu'ils ont plus de 1000 personnes en service client, c'est une grosse machine. Donc là, c'est pareil, on est en train de déployer petit à petit, on a commencé par des petites équipes, et là, on est en train de déployer sur plusieurs pays, ce qui sont présents sur plusieurs pays. Ce qui est intéressant dans des exemples comme celui-ci, c'est que là, pour le coup, on est sur des gros services clients. Là, je pense que celui que je vous montre après, ils sont un peu plus petits. On a eu le parti pris. Déjà, la loi interdit d'analyser 100% de vos appels. Vous ne pouvez pas, en général, on n'enregistre pas 100%. Il y a des secteurs d'activité sur lesquels on peut le faire, notamment dans l'éducation, pour des raisons de conformité. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse énormément de volume. On a commencé par 30% d'analyse des flux. On fait une analyse sur certaines gammes de produits, sur certaines équipes, et puis après, on regarde de manière un peu plus détaillée les sous-motifs, on accompagne les équipes. La conséquence de ce type d'action, c'est qu'ils sont en train de revoir complètement leur programme de formation qui existait depuis des années. Ça leur donne tellement d'informations sur les verbatims, les irritants, sur des volumes plus importants, qu'en fait, ils sont en train de repenser la manière dont ils forment leurs équipes. C'est ça aussi l'impact qu'on a, c'est que nous, notre philosophie, c'est une licence à leur analyser. On a des équipes de formation qui viennent écouter, qui se nourrissent des verbatims et de la manière dont les clients expriment ce qu'ils disent dans leur service client pour repenser à leur programme. D'accord ? Donc, ce que je mettais en filigrane de tout à l'heure sur irriguer la voix du client dans tous les départements, ça, c'est un très bel exemple parce que justement, ils sont en train aussi de discuter avec le produit, notamment sur certaines gammes de produits dont je t'ai réussi, ils se rendent compte qu'ils sont un peu moins compétitifs que d'autres, et là, ils le voient de manière claire. Les clients pensaient avoir un meilleur produit, en tout cas une meilleure prévoyance sur certaines gammes, sur certains sujets, donc ils sont en train de repenser ça va bien plus loin. Quand vous faites juste des petites études sondage de manière ponctuelle, des fois, ce qu'on fait en général, depuis historiquement, on essaie de faire des enquêtes pour essayer de comprendre un peu ce que pensent nos clients de notre produit, nos offres. Vous avez à un instant T l'avis d'un panel qui n'est des fois pas toujours représentatif. Là, vous écoutez toute l'année, quelle que soit la saisonnalité. Donc là, vous avez des données, des datas beaucoup plus fiables, beaucoup plus représentatifs de ce que peuvent penser vos clients. Donc là, vous pouvez prendre des décisions beaucoup plus rationnelles. D'accord ? Mais il faut faire ce travail en amont d'analyse. Donc voilà, sujet numéro 1, c'est j'ai besoin d'améliorer mon service client, mieux comprendre pourquoi il m'appelle. Bien sûr, j'ai toujours des sujets de productivité. On peut toujours améliorer la performance et productivité des équipes. Voilà, ça, c'est sans fin. Mais après, à la fin, c'est qu'est-ce que je fais de cette donnée-là ? Je vais prendre mes équipes produits, je vais prendre mes équipes commerciales et on va essayer d'améliorer tout ça. Et c'est un super projet parce que c'est une belle équipe bien organisée. Ils sont à l'international aussi. On est très heureux de les avoir et de déployer encore. Là, on a des enjeux aussi en Asie dans pas longtemps. Un prestataire que j'aime beaucoup qui s'appelle Recom, qui est des spécialistes de la prospection B2B. Ils ont une cinquantaine de commerciaux basés à Lyon. Donc eux, leur métier, c'est de prendre des rendez-vous tous les jours sur des activités très diverses. Et ils avaient un enjeu d'améliorer la productivité de leurs commerciaux. Pas parce qu'ils n'étaient pas productifs, mais la question c'était est-ce que je peux les rendre plus efficaces, plus productifs. Et donc on a fait ce fameux tableau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est productivité. Il y avait un enjeu pas tant de coûts, ils ont des problématiques de recrutement. D'accord ? Trouver des commerciaux, c'est très difficile. Les garder, c'est encore plus dur. C'est des métiers qui sont difficiles. Donc, c'est comment je peux faire pour alléger la charge de travail de mes équipes commerciales. Et donc, rendre plus
agréable leur métier et surtout essayer de les aider à être plus efficaces et à se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, c'est prendre des rendez-vous, faire de la vente, faire des contacts argumentés. Donc eux, j'aime bien cet exemple-là parce qu'ils sont très matures. Je pourrais vous envoyer, si vous voulez, j'ai un témoignage vidéo d'1 heure avec Jean-Michel, le fondateur, où il parle énormément de comment il a mis l'IA dans tous ses process commerciaux, et très très mature là-dessus, donc on s'est fait beaucoup challenger. C'est un de nos premiers clients. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, grâce à l'analyse conversationnelle, on a pu automatiser les résumés d'appels, la détection des contacts argumentés, des motifs, les objections commerciales qu'ils avaient. Et on a pu aussi, en post-appel, les aider à écrire, à rédiger à la place. Donc, vous avez un prospect, il est intéressé, ok, je lui ai fait un email, merci beaucoup de m'avoir écouté, des emails qui étaient longs. On a été chez eux, on s'est rendu compte qu'ils passaient entre 45 minutes, 1 heure par jour à rédiger. Et ils n'aiment pas rédiger. Ils n'aiment pas parce que c'est long, c'est fastidieux, ça les coupe. Et puis, il y a des fautes d'orthographe, il y a des problèmes d'orthographe, il y a des problèmes d'homogénéité de discours aussi. Et puis, mine de rien, l'écrit, ça reste. Donc, quand vous avez un écrit moyen, ce n'est pas terrible en termes d'image. Eh ben, on a pu automatiser 90% de la rédaction. On leur a fait gagner 45 minutes par jour. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de l'appel, ils ont une petite extension Fidae qui leur permet d'avoir ces informations-là. Donc, et donc, du coup, ils relisent et puis ils publient. Je peux vous dire que quand ça ralentit de temps en temps, un petit ralentissement de l'information, on le sait très très vite, ils ne peuvent plus s'en passer. Ça a eu un premier effet, c'est aussi de montrer aux équipes qui, des fois, peuvent se dire bah, attendez, moi, j'ai pas envie de me faire écouter, c'est quoi cette affaire ? C'est de montrer aussi que les aider à s'écouter, à analyser ce qu'ils font, en fait, ça leur permet de progresser. Déjà, en allégeant, montrer que l'IA, c'est pas là juste pour prendre leur job, au contraire, c'est pour les aider à être plus performants. Donc ça, c'est un cas d'usage que j'aime bien présenter parce que des fois, moi, j'ai des projets qui se font pas, parce que des fois, il y a même des CSE qui nous disent bah non, on veut pas d'enregistrement, on veut pas que ça se fasse, etc. Et de montrer que ça a de la valeur pour tout le monde. Notamment aujourd'hui, les systèmes de variables dans les équipes services clients ou commerciaux sont souvent faits sur des volumes d'écoute d'appels qui sont absolument pas représentatifs de ce qu'ils produisent. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était injuste de donner des primes quand on écoute 4-5 appels par mois alors que vous en avez traité 200. Donc là, c'est aussi de leur montrer qu'en analysant plus de volume, déjà, et notamment en faisant ça, ils ont gagné vachement plus de primes parce qu'on a pu voir que la qualité était bien supérieure à ce qu'il y avait, ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Pourquoi ? Parce que l'IA n'a pas de biais. On a tous des biais, nous. On est humains. Donc forcément, l'IA n'a pas de biais, c'est binaire. C'est des fois même un peu plus dur. Mais au moins, elle n'a pas de biais. Et donc, du coup, elle permet d'être ultra rationnelle dans son analyse. Autre effet aussi intéressant, c'est que tous les contacts argumentés que vous avez toute la journée avec tous vos commerciaux, les rendez-vous qui ne closent pas, en fait, ont de la valeur. On a des courtiers en énergie, en assurance, qui dépensent des fortunes, j'en parle juste après aussi, qui dépensent des fortunes en acquisition de leads. Mais ce n'est pas parce que vous ne closez pas un contact argumenté à un instant T qu'il ne faut pas historiser cette information-là et essayer de bien sauvegarder sa demande qu'on a eue hier au téléphone avec lui, peut-être pour le rappeler ou l'obséder sur autre chose plus tard. Donc, tous ces appels qui vous coûtent de l'argent parce que vous achetez des leads que vous ne gardez pas, en fait, sont perdus dans la nature et ne sont pas dans votre CRM. Donc, nous, on peut aussi automatiser et dire, tiens, le besoin de Sylvain Delis que vous avez eu hier, il n'est pas intéressé par une assurance immobilière. Par contre, il va acheter une voiture dans 3 mois. Ok, cette info, elle a peut-être de la valeur si j'ai un produit d'assurance auto plus tard. Sauf que si vous ne gardez pas cette information-là, vous n'en faites rien, vous avez acheté le lead pour rien. Donc, et vous n'avez pas converti. Donc, on aide aussi les entreprises à garder ces infos-là et pouvoir relancer ces leads. Donc, notamment, on fait ça avec Primista. Primista, c'est un très gros acteur dans le regroupement de crédit. Ils sont intervenus avec moi aussi dans un salon à La Rochelle il n'y a pas longtemps. J'essaierai de vous envoyer, je crois qu'on a la vidéo là, qui est arrivée, où en gros, on leur a montré comment on avait... excusez-moi, hop. Est-ce que j'ai perdu l'info ? C'est coupé au bout de 30 minutes, c'est ça? Je ne sais pas pourquoi. J'ai perdu le... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Moi, c'est pas grave. C'est bon, c'est revenu. Excusez-moi. Un petit peut-être faux contact. Donc, c'est des gens qui dépensent, qui essaient de capter des gens qui cherchent à changer, en tout cas à renégocier leur crédit ou à trouver des crédits. Donc là, c'est pareil, c'est des appels longs. Ils ont un gros réseau d'agences aussi partout en France. C'est un peu un acteur comme meilleurtaux.com. Et donc, eux, ils avaient besoin de mieux comprendre les objections commerciales qu'ils avaient, de corréler ça au broker de lead
Donc ils achètent des leads à plein de brokers. Ils voulaient essayer de comprendre un peu les taux de conversion, les objections commerciales qu'il y avait en fonction des brokers. Donc en gros, on a créé un scoring d'intention du lead. C'est pas parce que vous ne convertissez pas un lead que c'est la faute du commercial. C'est peut-être parce que juste le lead n'est pas le bon. Et donc parfois, aussi, on pénalise aussi le commercial. Il a passé 20 minutes au téléphone avec un lead qui, de toute façon, il n'aurait pas converti. Donc là, on les a aidés à optimiser. Là, typiquement, c'est la direction marketing qui est venue nous voir. Ce n'est pas l'équipe commerciale au début. Donc on a fait une première chose, c'est qu'on a vraiment essayé de bien comprendre comment comprendre un peu ce qu'ils attendent de leur lead. Et du coup, de leur faire une cartographie. Donc, ils ont des détections automatiques de toutes les objections. Et donc, notamment, je compare à un concurrent. J'achète un lead avec qui il est en train de comparer à l'instant T. Donc ça, on a l'info. Ils sont en train de comparer avec, par exemple, Meilleur Taux. OK, qu'est-ce qu'il a comparé avec Meilleur Taux? Qu'est-ce qu'il a comme info? Ça, c'est de l'or en barre comme information. Parce que vous pouvez les relancer et faire des propositions adaptées. Donc, pareil, en fonction de tel concurrent, je peux peut-être mieux former mes équipes à mieux répondre. Et donc, on a pu travailler. Ils sont en train de retravailler tous leurs argumentaires commerciaux en fonction du typologie d'objection. On a souvent des commerciaux qui peuvent être très bons dans le déballage, dans l'explication de l'offre, et puis dès qu'on parle de prix, ils font une crise cardiaque, ils ne savent pas gérer le prix. Je caricature, mais il y a ça des fois. Et c'est pas parce qu'on les a peut-être pas bien formés sur l'objection prix. On peut peut-être leur montrer et leur faire écouter des appels de gens qui font ça très bien. Donc aussi, on leur fait des bibliothèques de call pour montrer des types d'appels sur lesquels ils pourraient progresser. D'accord ? Donc on fait tout ce travail-là, puis ils ont aussi bien sûr des enjeux de conformité réglementaire, on ne prend pas du crédit comme ça, bien heureusement, et donc il y avait aussi un enjeu un peu comme l'éducation sur ces sujets-là. Et c'est parfait, parce que je termine, j'ai fini. Les gens sont arrivés à 10, donc les gens sont arrivés à 10, voilà. Je termine, j'ai plus qu'un slide. Et voilà, j'ai fait le tour un peu de cas d'usage assez concrets. J'aime bien être dans le concret, donc des vrais cas clients, service client en vente, vous l'avez vu. En tout cas, je serais ravi de témoigner encore et de vous montrer des exemples. J'ai fait exprès, c'est pas pour provoquer, mais voilà, la conjoncture. Moi, je pense que j'ai 8 prospects sur 10 en ce moment qui me demandent comment je peux aider à réduire mes coûts l'année prochaine, au budget 2026. Donc, je vous mets mon actualité. Oui, l'analyse conversationnelle, ça peut vous aider à mieux contrôler votre budget, très clairement. On peut vous aider à réduire les appels qui seraient évitables. On peut vous aider à réduire votre taux de réitération. On peut vous aider à faire plein de choses. Encore faut-il le mesurer. D'accord ? Donc, c'est ce que je voulais vous mettre ici. Ça a des impacts sur le turnover. Si vous allégez la charge de vos conseillers en leur évitant de faire des tâches répétitives qu'ils n'aiment pas faire, si vous les aidez à mieux se former, vous allez réduire le turnover. Sur des métiers comme ça, on sait que c'est souvent une problématique aussi. Donc aussi, les aider on a des impacts sur le turnover. En tout cas, on n'a qu'un an et demi, donc c'est encore, on a quelques exemples, mais ce n'est pas encore suffisamment représentatif. Mais en tout cas, c'est un argument qui plaît souvent aussi. D'accord ? Et ce que je dis souvent aussi, pour conclure, c'est qu'il y a une grande lubie sur la volonté d'automatiser le traitement des flux. Mettre en place des voicebots, on en reçoit tous les jours. Ça marche. Nous, on fait de l'analyse de voicebots. On est aussi connecté à des solutions de voicebots. Donc, on est au cœur du système de tous ces sujets-là d'automatisation. On connaît des gens comme Clark qui font ça très bien sur l'écrit, automatiser des réponses écrites. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'avant de vouloir automatiser des flux, analysez les vôtres déjà avant. Et donc, analysez les vôtres pour vous permettre de bien entraîner ces super modèles qui peuvent tourner, mais on ne peut en tout cas industrialiser que ce qu'on maîtrise en amont et ce qu'on a compris. Donc voilà, ça aussi, c'est un point sur lequel je voulais vous partager. Et puis j'ai fini. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Vous pouvez venir vous voir tout à l'heure. On est vraiment un modèle français. On est ISO 27001 depuis quelques mois, depuis 2 mois. Aussi pour garantir la sécurité de vos données, toute l'information. On traite des appels, donc on traite des données personnelles, donc il faut bien le faire. Donc on a voulu être ISO 27001. On est l'un des seuls en France sur notre secteur, en tout cas sur ce type de métier-là, à le faire. Et puis on a aussi un benchmark sectoriel, c'est-à-dire qu'on vous permet aussi, vous analysez vous sur vos propres données, mais aussi de vous aider à vous comparer soit dans votre secteur. Alors, on ne travaille pas encore sur tous les secteurs, mais on peut vous dire aussi, tenez, votre taux de réitération sur le type de service client niveau 1, il est anormal. En général, la moyenne, 7 ans. Donc, on a aussi construit toute une base de connaissances pour vous aider à mieux comprendre aussi quels sont les axes d'amélioration. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de beaucoup enrichir. Et ça permet aussi de vous construire des plans d'action et des roadmaps un peu cohérentes aussi. J'ai fini.